crois pas qu'il y ait encore du monde. Je sais pas trop. Ah, ça y est, il y a une personne. J'ai jamais fait ça, alors c'est un peu stressant. J'espère que ceux qui sont là m'entendent, que voilà, que ça marche bien, que vous me voyez, que vous m'entendez bien. Ça a l'air d'aller, je pense. On va attendre un petit peu avant de commencer. Salut Victoire. Histoire que tout le monde puisse arriver tranquillement. C'est un peu le stress, mais bon, ça va aller. Vous inquiétez pas, j'ai la lèvre rouge parce que je me suis prise Bozza tout à l'heure en balade. Du coup, je me suis un peu mordu la lèvre. Ça va, ça a dégonflé, c'est déjà mieux. Bon. J'espère que le thème va vous plaire, que ce que je vais vous dire va vous intéresser et que ça va vous aider potentiellement. Salut tout le monde. Merci pour le soutien. Bon, je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Déjà, avant, je voulais savoir qui parmi vous a l'habitude de préparer ces entraînements, de préparer tout à l'avance, de savoir exactement ce qu'ils vont faire, et ceux qui ont plutôt tendance à faire ça un petit peu à l'arrache, on va dire, de voilà s'installer et commencer, d'avoir une vague idée en tête et de commencer. Si jamais c'est le cas, si c'est plutôt vague et quand vous commencez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et si jamais vous préparez tout bien, un petit cœur par exemple, pour que je vois passer les petites réactions. Salut, je vois que du monde arrive encore. Donc, je vois des petits... Ah, je vois des petits bonhommes pas contents passer. Certaines personnes ne m'entendent peut-être pas bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais ça a l'air de fonctionner. J'essaie de préparer, mais en fait, je finis toujours par faire comme j'ai dit, je me perds vite. Ouais, c'est le but. C'est pour ça qu'aussi, je vais pas juste parler de préparer, mais aussi de débriefer ces entraînements, puisque finalement, tout au long de, comment dire, de l'évolution de l'entraînement, on va pouvoir adapter nos entraînements. Et c'est ça qui va nous permettre de rester organisé. Pour l'instant, j'attends encore un petit peu avant de vraiment commencer. Alors, attends un quart d'heure académique avant de commencer. Oui, c'est ça. J'attends un petit peu quand même avant de vraiment commencer. Ici, on fait ça à l'arrache. Il n'y a que les friandises qui sont prêtes, pas les exercices. D'accord. Vous allez voir l'intérêt finalement de préparer ces entraînements. Il y a Cricrine qui dit « Oui, j'avoue que je prépare, mais parfois j'oublie les étapes, mais je ne m'en aperçois qu'ensuite. » Oui, après, il y a toujours des choses qu'on peut oublier finalement. Voilà. J'attends encore un petit peu. C'est tout nouveau. Ça me fait vraiment bizarre d'être là et de me dire que vous m'entendez en direct. Ça change de quand je filme finalement pour d'autres types de vidéos. J'aurais pas le droit à l'erreur et de bafouiller. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Bonjour à tous, je vois qu'il y a toujours encore du monde qui arrive, c'est cool, on est déjà 43, enfin, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, enfin, on sait jamais le nombre de personnes qu'il va y avoir, donc c'est top. Je pense que dans 2 minutes, on va pouvoir réellement commencer. N'hésitez pas à me dire le nom de votre chien, sa race, est-ce que vous avez l'habitude de faire avec, si vous faites du sport canin, juste des tricks, ou enfin voilà, ce que vous avez l'habitude de faire comme activité avec lui ou elle.
Pas de stress entre amis. C'est dur, c'est dur. Mais ça va le faire. Liwell, bientôt 3 ans, une Golden Retriever. Ok, c'est cool ça. Alors, je lis un petit peu vos commentaires pour faire patienter. Du coup, il y a Paloma Assa qui a une petite cavalier Charles Luna de 4 ans. Oui, en effet, j'ai déjà vu quelques vidéos que tu fais avec ta petite. Florence avec Diddy's Dog avec Naya. J'ai vu que tu avais commencé, c'est cool, ça c'est top comme discipline. Il y a une Saint-Bernard. Laska, une Australienne, ça je le sais déjà, qui aime beaucoup apprendre, mais en ce moment c'est plus balade qu'apprentissage, mais c'est très bien aussi les balades, hein. De toute façon il y a plein de choses à faire autres que des tricks ou autre chose, hein. C'est pas le principal finalement. Laika Diakouti, bon ça vite. Forcément, je le sais, sport de trait, un peu d'obéi rythmé, un peu de frisbee et d'éducation à la vie en coloc. Pas mal de choses, quoi. Ouh là là, il y a beaucoup. Je pense pas que j'aurai le temps de tout. J'arriverai à tout lire en même temps. Elles sont où les nénettes? Elles sont dans leur cage en train de patienter avec un Kong. J'espère que ça va bien se passer parce que Boza a tendance à aboyer facilement. Donc peut-être qu'elle va vouloir intervenir lors de ce live. On verra bien. Ah bah vous êtes 74 déjà. Mon Dieu, vous êtes beaucoup. Bon, je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir commencer, parce que ça fait déjà 10 minutes que ça a commencé, à peu près. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment parler de tout ce qui est préparation des entraînements, du debriefing et un petit peu brièvement de comment organiser tout ça. Enfin, je vais vous montrer moi mes feuilles que je me fais en fait. Mais on va surtout du coup parler de préparation dans un premier temps. Pourquoi c'est important finalement de préparer ces entraînements parce que plus on va préparer à l'avance ce qu'on va faire, plus on va se poser de questions, plus ça va être clair dans notre tête, et plus ça va être clair dans notre tête, plus ça va l'être pour notre chien finalement, parce que c'est nous qui allons le guider. Si déjà c'est flou ou c'est très approximatif pour nous, bah ça va l'être pour le chien, et du coup on va avancer dans notre apprentissage, mais on va pas forcément avancer très vite ou tout du moins un rythme qui pourrait l'être un peu plus important, qui pourrait être un peu plus important. Il y a beaucoup de commentaires. Je vais pas arriver à lire en même temps, je pense. Je dirai un petit peu à la fin, je ferai des petites pauses peut-être pour essayer de lire les commentaires au passage, si jamais vous avez des questions, parce que je sais pas si je vais arriver à tout faire en même temps. Mais je vais voir. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de préparer ces entraînements finalement. Moi, j'essaye de le faire au maximum. Ça m'arrive de pas le faire aussi, hein, parce que des fois, on a un petit peu la flemme ou quoi que ce soit. Mais en général, quand je le fais pas, c'est surtout parce que j'ai envie de faire un petit peu de shaping avec mes chiennes ou de les faire travailler, mais que finalement, j'ai pas ce que je vais travailler, c'est pas quelque chose qui m'importe énormément. Et du coup, si c'est pas hyper structuré, c'est pas grave. Toutes les choses qui vont être plus importantes à mes yeux vont être beaucoup plus structurées parce que je veux vraiment que ça se fasse bien dans l'ordre comme j'en ai envie. Donc là, je vais faire beaucoup plus d'efforts et essayer de vraiment mieux préparer tout ça. Donc déjà, première chose pour préparer ces entraînements, ce qui est important, c'est de définir ce qu'on veut et ce que l'on attend du chien, puisque ça va être la base pour pouvoir après choisir et établir les méthodes qu'on va utiliser pour cet apprentissage. Donc je vais vous parler vraiment d'apprentissage et pas spécialement de tricks, parce que ça peut s'adapter à pas mal de choses en fait, à tout apprentissage finalement. Du coup, oui, donc on va définir l'apprentissage qu'on veut faire, le comportement.
soit très clair dans notre tête et surtout parce que on a tous des points qui vont être différents pour un même comportement. On va dire que moi, par exemple, je vais avoir des critères pour que d'autres ne vont pas forcément avoir. Du coup, c'est intéressant de savoir ce que nous, on va vraiment avoir comme critères, puisque c'est ça qui va être important pendant nos entraînements. Il faut vraiment qu'on sache ce qui nous importe un petit peu moins pour que au moment où on va entraîner notre chien et où des choses, qu'on sache comment réagir si jamais on souhaite renforcer ce comportement-là. Donc, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sur, par exemple, si vous voulez, avant de commencer toute autre chose, vous poser tout ça sur papier, sur ordi, pour être sûr de rien oublier finalement. Et donc, vous allez définir le comportement exact de ce comportement. Et ensuite, vous allez aussi une cue. Donc ça, la cue, ça peut venir un petit peu plus tard, mais il faut quand même la définir assez rapidement. La cue, c'est l'ordre, en fait. C'est le mot anglais pour ceux qui ne savent pas, mais c'est vrai que je dis plus souvent cue que ordre. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. C'est un ordre, le commandement, tout ça, c'est des mots similaires. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de définir aussi très rapidement. Et plus le comportement va m'intéresser, plus je vais le définir avant finalement l'apprentissage, puisque on va pouvoir être amené à l'introduire rapidement parfois. Et donc si on l'a pas, c'est un petit peu dommage. Mais ça peut quand même attendre. C'est pas ce qui est primordial. Vraiment définir exactement l'apprentissage et le comportement que l'on souhaite apprendre à son chien, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui va ensuite nous permettre d'établir la méthode qu'on va choisir. Si on va plutôt choisir de faire ça au shaping, au roller, si c'est un jeu spécifique en fait, un jeu d'apprentissage, les règles de ce jeu, si on va utiliser des targets, des cibles pour pouvoir apprendre ce comportement. Et comme ça, choisir la méthode va nous permettre de pouvoir établir les différentes étapes de l'apprentissage. Ça lag apparemment. Ça saute beaucoup. Ah, je vois pas trop de problèmes depuis chez moi. J'espère que... comment je vais pouvoir faire ça? Je vais essayer de... Je vais couper déjà la Wi-Fi sur mon téléphone. Parce que j'avais oublié de le faire. Je ne sais pas si c'est mieux. Vous arrivez quand même à m'entendre ou pas du tout? Parce que le problème, c'est que je suis en Wi-Fi. Le mieux, ça aurait été que j'ai un câble Ethernet, mais malheureusement, j'ai pas un câble assez long. Ça saute beaucoup. Bon. Je sais pas si je recommence, si comment dire, si je relance ou pas. Ça coupe toujours ou pas du tout? Certains disent que ça va, d'autres que ça bloque, et plus de blocs, ça va. Ok, apparemment j'ai parlé peut-être un petit peu vite, désolée. J'ai tendance à parler vite. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je reprenne ou on continue? Ok, ça va mieux. Donc peut-être que le fait que j'ai déjà coupé mon Wi-Fi sur mon téléphone, c'est mieux. Ok, donc je vais juste redire 2 secondes ce que je viens de dire. En gros, on n'a pas dit beaucoup de choses pour ceux qui n'ont pas très bien entendu. Enfin, des choses quand même importantes, qui est de définir l'apprentissage, vraiment de savoir ce qu'on attend ou pas du chien, de définir la cue, et tout ça, ça va nous permettre de choisir la méthode utilisée. Si jamais on veut faire du leurre, du shaping, utiliser une target ou des petits jeux d'apprentissage, et du coup établir les différentes règles et les différentes étapes qu'on va avoir besoin pour l'apprentissage. Du coup, comme on va connaître exactement le comportement que l'on souhaite faire à son chien, établir les étapes de l'apprentissage va être beaucoup plus simple. C'est ça qui va vraiment nous aider à nous poser déjà des questions sur comment on va pouvoir amener le chien à ce comportement-là. Est-ce qu'on va avoir besoin voilà, d'une cible ou pas? Est-ce que le shaping, ça va le faire? Est-ce que je vais avoir du mal? Parce que peut-être que
vous avez très envie de le faire au shaping, mais que vous ne maîtrisez pas trop cette méthode et que du coup, vous allez peut-être être plus à l'aise à le faire au leurre. C'est à vous de choisir, en fait, d'établir ça en fonction du comportement que vous souhaitez. Si jamais vous le faites au shaping, une petite astuce aussi qui peut être intéressante pour pouvoir découper correctement le comportement, c'est de regarder des vidéos sur Internet de chiens qui exécutent le comportement, de se les mettre un petit peu au ralenti, de couper un petit peu tout ça, de le revoir, de voir plusieurs chiens différents parce que chaque chien a des styles différents. Et du coup, ça peut vous aider au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude, de découper le comportement vraiment en plein de petites étapes. Observer son chien, beaucoup, ça aide énormément aussi, puisque si jamais c'est un comportement qu'il fait régulièrement, que vous choisissez, bah, vous allez pouvoir voir comment il va le réaliser et ça va vous aider pour découper le comportement. On me demande où sont les filles, donc j'ai répondu tout à l'heure déjà, elles sont dans leur cage en train de patienter tranquillement avec leur Kong. Voilà. Et Nashka aussi est dans sa petite pièce. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc voilà, ce qui est vraiment en fait le plus important, c'est vraiment d'établir la méthode et ça c'est grâce à la définition du comportement qu'on souhaite, qu'on va pouvoir le faire le plus efficacement finalement. Et donc après, une fois qu'on a défini tout ça, bien sûr, ça peut être amené à bouger en fonction de l'évolution de l'apprentissage qu'on va faire après. Mais on va pouvoir déjà se poser pas mal de questions et essayer d'éviter des problèmes. Si jamais on sait que notre chien a des difficultés dans telle ou telle chose, on va pouvoir déjà du coup anticiper et peut-être avoir des étapes beaucoup plus petites à certains passages ou pouvoir aller justement plus vite à d'autres si on sait que notre chien maîtrise beaucoup plus facilement ce genre de choses. Ensuite, on va avoir besoin de choisir différentes choses aussi comme notre marqueur. Le marqueur, ça peut être le clicker ou ça peut être un marqueur vocal. Ou ça peut être aussi un sifflet d'entraînement si jamais vous connaissez et que vous en avez un. Je crois que Bozza commence à... Tu attends mon bébé ? Tu veux que je t'ouvre ? Du coup, oui, il va falloir choisir son marqueur. Excusez-moi. Le clicker, c'est ce qui est le mieux en règle générale, puisque ça a été prouvé scientifiquement que le son du clicker avait un impact beaucoup plus important sur le chien. Mais c'est pas toujours le plus adapté à l'apprentissage. Si jamais on a besoin de nos deux mains, c'est pas toujours évident de gérer le clicker. Donc un simple marqueur vocal, comme un yes par exemple, ça peut totalement faire l'affaire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser de marqueur vocal, en fait, c'est tout simplement un mot très court qu'on va toujours dire, enfin essayer en tout cas de dire de la même façon, et au moment où le chien propose le comportement comme le clicker finalement. Du coup voilà, ça on va devoir choisir ça. Ça y est, j'en ai une qui se réveille. Vous allez comprendre les joies du midi. Tu vas dans ta cage s'il te plaît et tu attends mon bébé. Ouais, voilà. C'est bien. Excusez-moi, je crois que ça va être compliqué ce soir, mais ça va le faire. Hier, elle a été sage toute la soirée et là, elle va vouloir être présente. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, le clicker ou le marqueur vocal, à vous de choisir en fonction de l'apprentissage. Ensuite, vous allez pouvoir vous poser aussi la question des récompenses, puisqu'on va pouvoir utiliser des récompenses différentes en fonction de l'apprentissage. On va peut-être plutôt choisir tout ce qui est nourriture, friandises, etc. Si c'est des choses en statique qui demandent du contrôle pour le chien, ça va être beaucoup plus simple. Si c'est des choses qui demandent du mouvement, on va peut-être plutôt privilégier le jouet. Donc ça, c'est aussi à voir en fonction des chiens et de ce qu'ils aiment, bien entendu, mais le comportement aussi qu'on va demander peut avoir une importance sur le choix de la récompense. On peut, moi, je commence en général toujours avec des friandises, parce que c'est vraiment le plus simple, mais une fois que le comportement est compris, je peux très vite passer à l'utilisation de jouets.
pour certains comportements, et pour d'autres, je vais toujours rester sur la nourriture. Donc, comme je disais, pour tout ce qui est plutôt statique, je vais plutôt rester sur la nourriture, et le jouet va vraiment rentrer en compte quand je vais vouloir travailler plutôt l'impulse control, quoi, de façon beaucoup plus poussée. Alors, je m'arrête 2 secondes, je regarde s'il y a des petits commentaires avec des petites questions. Tu laisseras... Oui, il y aura le replay. Hein. Est-ce qu'on peut mélanger shaping et leurre? Généralement, tu utilises soit l'un ou l'autre. Tu vas avoir du mal à faire du shaping et du leurre en même temps. À partir du moment où tu utilises du leurre, tu seras plus en shaping finalement. Ah, j'ai pas fini la question. Au départ, je leurre le comportement et après, je fais du shaping pour pousser plus loin. Le problème, c'est que si tu commences en leurre, forcément, à un moment donné, il va falloir que tu te passes du geste. Et du coup, là, ça va te mettre des étapes en plus. Donc après, tu peux switcher, mais ça va être plus long finalement. Bon, je vois qu'il y a quelques questions, je vais essayer d'y répondre après peut-être. Du jour, comme ça, je n'ai pas besoin de lui donner sa gamelle dans... Alors, moi aussi, je fais ça, j'utilise beaucoup leurs croquettes, leurs rations journalières pour les entraînements. Surtout pour Snow, parce que Snow, elle est très, très nourriture, donc ça va le faire. Par contre, pour Bozza, dès que je vais sortir en extérieur, ça va plus marcher. Donc, je vais adapter ma récompense en fonction du lieu. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à réfléchir, bien entendu, lors de la préparation. C'est intéressant parfois de se faire une petite liste des récompenses qu'on peut utiliser avec son chien, dans quel type d'environnement ça peut fonctionner, etc. pour pouvoir savoir en avance si ça va être judicieux de choisir cette récompense-là dans tel environnement. Bozza fait réagir même. Excuse-moi, Elodie, si c'est gênant, désolée. La méthode dépend de l'exercice. La méthode, ça va dépendre surtout de vous, en fait, de ce que vous voulez utiliser en fonction aussi de l'exercice aussi. Mais ça dépend de pas mal de choses. En général, moi, je fais plutôt au shaping, c'est ce que je privilégie le plus. Mais c'est vrai que tout le monde maîtrise pas forcément le shaping. Des fois, si c'est un comportement qui m'importe moins ou quoi, des fois j'ai envie d'aller vite, donc je vais peut-être passer au leurre. Enfin, on a plusieurs outils, on peut se servir de pas mal d'outils différents pour apprendre plein de choses à son chien. Et le but, c'est en fait de choisir ce qui nous paraît le plus adapté à ce moment-là, en fait. Donc, le clicker, j'en ai déjà parlé. Les récompenses, j'en ai un petit peu parlé. Pour ceux qui vont me suivre et qui vont s'inscrire à la classe, je parlerai de choses un peu plus détaillées au niveau des récompenses. J'essaierai de vous faire un petit truc là-dessus pour vraiment essayer de cibler ce qui est le mieux pour le type d'apprentissage. Donc après, on va aussi réfléchir au niveau du placement de la récompense. Ça va être quelque chose qui va aussi beaucoup importer dans l'entraînement. Si jamais on va lancer la récompense, lui donner à la main, la placer au sol, ça va impacter le comportement puisque le but, en fait, c'est toujours de récompenser dans le sens du comportement, du mouvement, etc. Donc ça peut avoir un impact si jamais, par exemple, vous voulez apprendre le recul à votre chien et si vous récompensez toujours à la main, vous allez avoir du mal à avoir de la distance. Donc c'est plus intéressant au bout d'un moment de commencer au moins à lancer les récompenses entre les pattes du chien. Ça va l'aider à prendre de la distance par rapport à vous parce que le chien va toujours chercher à être proche de la zone où il est récompensé. Et si vous récompensez toujours à côté de vous, eh bien le chien, il va toujours vouloir rester proche de vous et du coup, il aura du mal à prendre de la distance. Donc ça, c'est un exemple de placement et ça va avoir un impact dans l'apprentissage. Alors, il y a encore d'autres petites questions, j'ai l'impression. Le fait d'utiliser le clicker rend parfois notre chien trop focalisé sur nous, surtout si on utilise sa ration. Du coup, j'essaye de ne pas utiliser sa ration tout le temps. Depuis que je fais du shaping en utilisant le clicker plus la ration, Belka est quand même vachement anxieuse. Elle mange vite sa nourriture, elle se précipite dans le shaping. Afin qu'elle ne soit pas anxieuse lors de ses séances, j'essaie de faire... alors, ça a bougé, je ne sais plus où j'en suis.
je suis perdue. J'essaie de faire plusieurs repas par jour. Parfois, j'en utilise une pour les séances. Parfois, je ne fais pas du tout de séances. Et parfois, j'utilise des récompenses en plus. Oui, tu peux varier si tu penses que ça impacte sur Belka. Après, j'ai pas forcément tout compris ce que tu as marqué. Mais moi, j'utilise pas forcément leur ration. Ça va vraiment dépendre de ce que je souhaite faire. Après, au niveau de la frustration, ça va aussi dépendre de notre capacité à cliquer, à être dans le timing. Ça va dépendre de pas mal de choses finalement. Pourquoi elles sortent pas? C'est-à-dire qui ça? Botza, elle est hors de sa cage là. Hein. elle est plus dans sa cage, mais c'est juste qu'elle elle aime bien parler, elle aime bien aboyer. Donc, mais elle est juste à mes pieds en fait. Donc voilà, donc la récompense, comme je disais, va avoir beaucoup d'importance aussi, que ce soit le type de récompense choisi ou le placement. Donc le mieux, c'est d'y réfléchir en avance pour pouvoir être sûr d'utiliser quelque chose d'adapté et pas se dire ah mince, de pas perdre une séance finalement à peut-être lancer la récompense alors que ça gêne le chien ou inversement. Après, si on se trompe, c'est pas grave non plus, mais vous allez voir que plus vous allez vous poser ce genre de questions, plus vous allez facilement y répondre en fait. Ensuite, vous allez pouvoir choisir les différents objets que vous allez avoir besoin. Si jamais ça nécessite des objets, finalement, si, je ne sais pas, par exemple, vous voulez apprendre à votre chien à apprendre quelque chose en gueule, il va falloir que vous choisissiez quel type d'objet vous voulez qu'il prenne en gueule et qu'est-ce que vous allez utiliser pour lui apprendre ça. Ça va vous permettre de savoir... Bote ça, s'il te plaît. Je te calme. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ça va vous permettre du coup de savoir si jamais vous avez ça chez vous, si jamais il faut que vous l'achetiez. Vous pouvez aussi avoir besoin de matériel intermédiaire. Par exemple, si jamais vous utilisez des targets et que vous voulez vous en passer par la suite, peut-être que vous allez avoir besoin de targets intermédiaires, de cibles, pour ceux qui ne comprennent pas le mot. Je ne sais pas si... parce que c'est vrai que en France, on n'utilise pas toujours le mot target, donc voilà. Donc, si vous avez besoin de cibles, de supports intermédiaires, vous allez pouvoir vous poser la question de savoir si vous les avez ou pas chez vous, s'il faut que vous achetiez quelque chose, ou voilà, s'il faut que vous prépariez tout ça en avance pour être sûr de l'avoir au moment où vous allez avoir besoin d'en avoir finalement. Vous allez aussi pouvoir vous poser comme question de savoir si votre objet est sécuritaire pour votre chien. Eh oh ma petite. Oui. C'est super important que ça soit sécuritaire pour le chien finalement, puisque ça peut impacter votre entraînement toujours. Ça peut déjà blesser peut-être votre chien en fonction de ce que c'est. Ça peut lui faire peur, et si ça lui fait peur, après, il y a potentiellement de la désensibilisation à refaire derrière après. Tout ça, c'est quelque chose qui va ajouter du temps supplémentaire et surtout qui n'est pas désiré du tout. Enfin, on n'a pas envie de faire peur à son chien, on n'a pas envie de le blesser, donc c'est super important de vérifier que les objets qu'on va utiliser ne vont pas casser si le chien a besoin de monter dessus, qu'il ne va pas glisser dessus, que l'objet ne va pas glisser sur la surface à laquelle on va le mettre finalement. Et du coup, on va pouvoir réfléchir à tout ça en amont et le tester, pourquoi pas nous-mêmes. Enfin, si le chien doit monter dessus, pourquoi pas nous essayer de voir si c'est stable ou si c'est pas stable. Et on va aussi du coup pouvoir se demander où c'est qu'on va commencer, où, à quel endroit on va commencer cet apprentissage. Est-ce qu'on va le commencer chez nous? Est-ce qu'on a assez de place? Est-ce que notre sol est adapté? Est-ce qu'il est non glissant? Je sais que moi, par exemple, chez moi, j'ai acheté de la moquette pour pouvoir entraîner mes chiennes puisque j'ai du carrelage et qu'elles glissent. Et donc même un simple enchaînement de assis-couché, par exemple, c'est vraiment pas l'idéal pour elles. Et puis pour des trucs encore plus en mouvement, c'est vraiment pas adapté et on risque de blesser son chien à chaque fois s'il glisse, s'il tombe. Et en plus, ça va impacter sur la confiance du chien, puisque si jamais à chaque fois qu'il essaie quelque chose, il glisse, le chien va pas spécialement vouloir continuer à glisser, du coup, il va essayer d'éviter ça, et il va peut-être moins bien répéter ce qu'on veut qu'il fasse finalement.
Donc voilà, on va se poser ça comme question. On va se demander si l'espace est suffisant. Et dans ce cas, si c'est pas le cas, où c'est qu'on va? Est-ce qu'on commence dehors, dans notre jardin, si on en a un, ou dans un parc peut-être un peu isolé avec peu de passages? Et est-ce que notre chien est capable de gérer ça? Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut préparer en avance. En fait, il faut savoir tout ça pour pouvoir être prêt au moment où on va commencer l'apprentissage. On va aussi pouvoir réfléchir à la question de l'échauffement et de la récupération, puisque c'est quelque chose qu'on peut facilement zapper, on va dire. Et surtout, c'est quelque chose qu'on commence à beaucoup penser, et heureusement, et qu'on voit de plus en plus, heureusement, en agility, en sport canin. Mais pour le simple apprentissage de tricks, c'est quelque chose qu'on ne parle pas encore beaucoup, alors que c'est tout aussi important finalement. Si votre chien est couché depuis 1 heure et qu'il dort, et que d'un seul coup vous lui demandez de faire des enchaînements de assis-couché parce que vous voulez travailler vos positions, tout ça, c'est un effort qui va faire à froid, et c'est pas forcément bon pour lui. Si vous vous couchez et que d'un seul coup vous allez vous asseoir sur une chaise et enchaîner assis debout plusieurs fois, ça va peut-être vous piquer, vous chauffer un petit peu au bout d'un moment. Donc si jamais vous faites ça, c'est peut-être mieux de faire marcher le chien un petit peu avant, qu'il puisse se chauffer un petit peu les muscles avant de commencer. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est de la préparation. Ah oui, j'ai oublié un point aussi. On va aussi réfléchir à notre propre placement. Est-ce qu'on va être debout, assis? Et après, une fois qu'on a décidé ça, il faut vraiment rester le plus statique possible, entre guillemets, bouger le moins possible pour avoir le moins de mouvements parasites, surtout si vous faites du shaking, parce que si vous faites du leurre, forcément à un moment donné vous allez devoir quand même bouger vos bras, mais voilà, essayez de vous limiter au maximum aux mouvements dont vous avez besoin, et si vous n'en avez besoin d'aucun, vraiment de rester le plus droite possible et de bouger le moins possible pour éviter les mouvements parasites. Donc voilà un petit peu pour tous les points de préparation. Donc je fais un bref récapitulatif. On va commencer du coup par définir l'apprentissage, le comportement, le jeu exact qu'on veut faire avec son chien, établir un petit peu les règles et les points importants de ce que le chien doit ou ne doit pas faire à la fin du comportement, et du coup ce qu'il va pouvoir ou non proposer lors de l'apprentissage. On va aussi réfléchir à l'ordre, à la cue qu'on va donner, et tout ça, ça va nous permettre de choisir nos méthodes et Si vous pouviez voir la tête de Bozza, elle est juste couchée sur le dos en me regardant en mode mais quoi? Non mais j'en peux plus là, j'en peux plus. Oui. Oui. Ah oui. Tu veux quoi? Tu veux monter? Tu veux monter là? Attendez. Tu veux monter? Tu veux ou pas? Oh, bon bébé. Bon, ça va peut-être la calmer un petit peu. Du coup, donc oui, on va pouvoir établir la méthode qu'on utilise. On va aussi pouvoir réfléchir à quel type de marqueur on utilise, si on va utiliser le clicker ou un marqueur vocal en fonction de ce que l'on souhaite. On va pouvoir réfléchir à la récompense qu'on va utiliser et à comment on va l'utiliser. Aux objets qu'on a besoin, si ils sont adaptés ou non, si on les a ou non, et au lieu auquel on va commencer l'apprentissage, et aussi les différents lieux où on va pouvoir travailler cela au fur et à mesure de façon progressive. Et aussi, on va se poser la question de comment échauffer son chien avant, si c'est nécessaire ou pas, et combien de temps. Tu veux rester ou pas? Non. Tiens. 2 secondes, je reviens. En fait, je crois qu'elle voulait juste piquer le Kong de Snow. Ça va faire échange de Kong. Désolée pour tout ça. Il faudrait que je trouve une organisation un petit peu mieux pour les rester tranquilles, pour qu'elles restent tranquilles peut-être. D'habitude, pourtant, le soir, ça va, mais là, Bozza est déchaîné. Donc voilà.
se poser toutes ces questions-là, ça va vraiment nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'on souhaite faire et de ce que l'on va faire avec son chien. Et du coup, ça va être beaucoup plus clair et facile d'apprendre pour lui. On va pouvoir s'adapter beaucoup mieux à cet apprentissage et on va pouvoir prévenir d'éventuels problèmes. Puisque toutes les questions qu'on se sera posées, ce n'est pas des choses qu'on va se poser pendant l'entraînement. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui va être fixe, hein. On va pouvoir évoluer, notre plan d'entraînement va pouvoir évoluer au fur et à mesure, puisqu'on n'est jamais à l'abri de problèmes, et puis on va pouvoir se rendre compte peut-être d'autres choses au fur et à mesure des entraînements, et du coup, on va pouvoir adapter tout ça. Donc, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir finalement commencer enfin les entraînements, enfin presque. Puisqu'avant, il faut quand même préparer juste avant. Mais elle a le droit de prendre ton Kong aussi, tu sais. Prends celui-là, là-bas. Je crois que je vais leur enlever les Kongs qui restent, sinon... Enfin, il n'y a plus rien dedans, mais... Donc, on va pouvoir commencer les séances. Et juste avant la séance d'entraînement, ce qui va être important aussi, c'est de se fixer un objectif. L'objectif, c'est pas le comportement final, hein, pas forcément, mais ça va être peut-être un objectif intermédiaire. Plus l'objectif va être simple, plus on va l'atteindre rapidement et plus on va être content. Ça va... S'il te plaît, Botza. J'en peux plus. Tu viens, Botza? Viens par là. Forcément, il faut que ça soit ce soir. Oui, toi aussi, Snow. Donc oui, on va se fixer des objectifs, des petits objectifs qui vont être réalisables. Donc ça peut être vraiment très très simple. Faut voir un petit peu l'apprentissage comme monter un escalier. Le fait de le fait d'atteindre l'étage va entre guillemets représenter le fait d'atteindre le comportement souhaité. Et notre objectif, ça va peut-être être monter une marche, la toute première marche finalement. Et au fur et à mesure des entraînements, on va pouvoir se fixer d'autres petits objectifs et les atteindre au fur et à mesure. Donc, se fixer des objectifs, ça va vraiment nous permettre de ne pas nous disperser et de nous rester motivés parce qu'on va les atteindre facilement du coup et on va voir toutes ces petites évolutions, quelque chose qu'on ne va pas spécialement voir ou faire attention si jamais on ne se fixe pas ces objectifs. Et du coup, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir éviter de frustrer le chien parce que si nous, on ne voit pas les petites évolutions, on va peut-être nous-mêmes se frustrer, on va se disperser beaucoup plus vite, on va devenir moins clair peut-être si jamais on se perd un petit peu. Et on va peut-être faire des séances un peu trop longues et on risque d'amener le chien à une motivation qui va baisser et où il va être beaucoup moins concentré, beaucoup moins efficace et du coup peut-être frustré par manque d'efficacité, mais pas forcément dû à la difficulté, mais au fait qu'on fait peut-être un petit peu durer les choses. Ça va être important aussi, juste avant de commencer notre séance, de préparer son matériel. On va pas, surtout si on a besoin d'objets, par exemple, si vous voulez faire une séance de fitness et que vous avez besoin de vos coussins, vous allez surtout pas poser votre coussin, puis aller chercher vos récompenses, etc. Et que votre chien soit en libre, total accès au coussin en même temps. Parce que vous risquez de louper pas mal de choses. Déjà une, votre chien, à partir du moment où vous allez poser votre objet au sol, la séance commence. Et si vous partez aller chercher vos récompenses et que votre chien commence à simplement renifler le coussin, ben, vous loupez beaucoup de choses. Et ça va impacter sur la suite, puisque finalement, il va peut-être pas vous reproposer ça. Et vous allez avoir loupé des choses. Et qu'est-ce que où j'en étais? Je me suis perdue dans ma phrase. Et donc oui, vous allez pouvoir louper des choses. J'ai les chiennes qui sont en train de jouer sur le lit. Vous allez pouvoir louper des choses. Votre chien va arrêter peut-être de proposer des choses qui finalement vous intéressaient. Donc, c'est vraiment important que, à partir du moment où vous posez ce que vous avez besoin, etc.,
tout soit prêt, que vous soyez prêt et que vous commencez. Vraiment, parce que ça peut du coup jouer sur la frustration et la confiance du chien finalement. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des chiens qui puissent rester, par exemple, dans leur panier ou dans leur cage pendant que vous préparez tout ça, si jamais vous avez besoin de faire des allers-retours. Comme ça, ils patientent et au moment où ils sortent, et ben, c'est... J'en peux plus de ces deux-là. Au moment où elles sortent, du coup, c'est le moment où commence réellement la séance. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se filmer. Je vous invite vraiment à le faire, puisque après, pour le débrief, c'est super, super intéressant. Ça, j'en étais sûre. On va ignorer un petit peu. Ou pas. Je ne sais pas. Snoop, tu descends s'il te plaît, parce que c'est toi qui l'as fait aboyer. Voilà. On arrête le jeu? C'est bien. Donc, excusez-moi de toutes ces interruptions. Où j'en étais? Oui, donc se filmer, c'est super intéressant de se filmer pour la suite finalement. Et du coup, vous pouvez aussi réfléchir à l'endroit où vous allez poser votre trépied ou vos bouquins, si vous posez ça sur des bouquins que vous n'avez pas de trépied, ce que vous avez sous la main pour poser votre caméra finalement, et pour le poser de la façon la plus judicieuse, parce que peut-être que avoir une vision de son chien de profil, ça va être intéressant pour l'apprentissage. Donc ça, vous pouvez aussi réfléchir. Vous pouvez préparer aussi un chronomètre. Si par exemple vous avez peur de faire des séances trop longues, vous pouvez vous mettre un petit chrono, comme ça vous êtes limité, vous êtes sûr d'être limité dans le temps finalement. Ou vous pouvez tout simplement choisir un nombre de friandises fixes, comme ça une fois que vous les avez finies, la séance est finie. Moi j'essaye de ne pas dépasser les 2 minutes lors de mes séances d'apprentissage. Je fais parfois moins, même plus souvent moins, je pense. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire des séances très très courtes pour garder le chien au maximum de ses capacités d'apprentissage à chaque fois. Par contre, je peux enchaîner plusieurs petites séances. Donc par exemple, je vais faire une petite séance de 1 minute, je vais remettre Snow dans sa cage, 2 minutes, et puis après, je vais la ressortir, on va refaire une séance de 1 minute, avoir vraiment une petite pause entre deux. Donc moi, souvent, j'alterne entre les deux chiennes comme ça. En général, je fais peut-être 3 petites séances, on va dire, pour chacune des chiennes, et du coup, je les alterne une à une. Ça me fait leur petit temps de pause entre deux. Mais si t'en veux un aussi, attendez, je donne un petit truc à ma chienne. Tenez. Voilà. Excusez-moi encore. Je vais jamais y arriver avec ça. Bon, on va peut-être réussir à faire à la fin sans pause. Donc voilà, ça vous pouvez réfléchir à comment être sûr finalement de ne pas faire des séances trop longues, puisque c'est important de faire des séances courtes. Plus ça va être court, finalement, plus ça va être efficace en fait. On a tendance à vouloir faire de longues séances, mais c'est vraiment pas l'idéal. Et une fois que tout ça est prêt, vous allez pouvoir commencer en commençant avec votre ordre de commencement. Ça va permettre ça de cadrer le début et la fin de l'apprentissage. Donc moi j'ai un ordre pour le début de l'apprentissage et pour le début de la séance plutôt, et pour la fin de la séance. Donc c'est tout simple. Au début de la séance, je vais dire c'est parti, on y va, un truc un peu de ce style. Et je vais le dire à chaque début de séance. Comme ça, mon chien va savoir que quand je dis ça, il faut qu'il soit en mode travail en fait. Il va tout de suite, elles vont tout de suite switcher en mode ça y est, c'est parti, on y va, on est concentré, on est là. Et ça en fait, ça va se faire tout seul au fur et à mesure de dire les mêmes mots à chaque début d'apprentissage. Et votre chien va se conditionner un petit peu à ça finalement. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour lui de se mettre dans la séance. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est l'avant-préparation et l'avant-séance. J'espère que ça vous plaît pour l'instant ce petit live, que vous êtes content de ce que je dis et que surtout je parle pas trop vite ou que je bafouille pas trop ou quoi que ce soit.
Je vois qu'il y a toujours quelques questions. Je vais pas y répondre tout de suite, je pense, parce que ça me perturbe un petit peu en plein milieu de mon... Enfin, ça me perturbe. Pas vraiment, mais je pense que c'est pas hyper fluide, mais j'essaierai d'y revenir à la fin. Donc, pour tout ce qui est préparation, tout ce qui est début et préparation avant l'apprentissage et juste avant la séance, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Je ne vais pas vous parler du pendant séance finalement, puisque ça c'est quelque chose dont on va parler lors de la classe en ligne, la classe en ligne Focus Tricks and Fun. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé cette classe il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse pour en apprendre plus sur le pendant l'apprentissage. Et là maintenant on va du coup parler de quoi faire une fois que la séance est finie. Donc déjà, tout d'abord, comme j'ai fait lorsque j'ai commencé ma séance, je vais avoir un ordre de fin de séance. Mon ordre de fin de séance, c'est tout simplement, c'est fini. Ça va permettre, en fait, cet ordre, entre guillemets, de début et de fin de séance, va permettre d'avoir d'avoir un cadre clair pour le chien. Il va savoir exactement quand est-ce qu'il doit se donner à fond pour l'apprentissage. Et quand c'est fini, ça va aussi lui permettre du coup de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir faire sa vie un petit peu en fait, et d'arrêter d'être en proposition continuelle de comportement ou de chercher toujours à être récompensé tout le temps. Bien sûr, il y a des trucs que je vais parfois faire hors séance d'entraînement, mais ça va plutôt être du coup des apprentissages que je veux qu'ils s'installent dans la vie de tous les jours et que ça reste que ça soit en fait dans la vie de tous les jours, comme par exemple rester sagement dans sa cage, ce qu'apparemment elle a décidé de ne pas faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Enfin voilà, tout ça, je vais pouvoir le récompenser sans forcément dire c'est parti, on y va et c'est fini, puisque c'est quelque chose que je veux qu'elle fasse dans la vie de tous les jours. Par contre, tout ce qui est apprentissage un petit peu plus cadré, ça va être dans ce cadre défini finalement. Le c'est fini et à ne pas confondre avec l'ordre de dégagement, la release cue, que pour ma part c'est le OK, puisque pour moi le OK ça veut simplement dire tu peux quitter le comportement dans lequel je t'ai demandé de faire, mais tu restes concentré sur moi. Le c'est fini, c'est vraiment tu peux partir, c'est fini, on a fini le travail, quoi. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a vraiment fini notre séance. Notre chien peut aller se reposer. Il va pas être frustré parce qu'il n'est pas encore cliqué. Il va du coup arrêter vraiment de proposer quoi que ce soit et il va comprendre clairement que c'est fini. Et du coup, après, ça va être à nous de faire notre petit bilan de séance pour pouvoir adapter la prochaine et être efficace sur la suivante finalement. Et donc, c'est là tout l'intérêt de s'être filmé, c'est qu'on va pouvoir re-regarder ça et voir la séance d'un autre œil parce qu'on n'a pas l'occasion de se concentrer sur tout pendant notre séance d'apprentissage. Quand nous, on récompense et on clique nos chiens, etc., on va se focaliser sur certains points, mais on va avoir du mal à se focaliser sur l'ensemble des choses. Plus on s'entraîne, plus on va y arriver, mais il y a toujours des trucs qu'on peut zapper. Et du coup, se filmer, ça va nous permettre de voir tout ça. Et on va pouvoir, du coup, en tirer des conclusions. Déjà, on va pouvoir, à la fin de la séance, se poser la première question. Est-ce que notre objectif qu'on s'était fixé est atteint ? Si oui, tant mieux. C'est que tout s'est très bien passé et que on va pouvoir finalement continuer l'apprentissage comme on l'avait prévu à la base. Et si on n'a pas atteint notre objectif, pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on s'était mis un objectif un petit peu trop ambitieux et finalement on n'a pas eu le temps de l'atteindre dans le temps voulu parce qu'on n'a pas eu le temps mais que tout s'est très bien déroulé quand même et que finalement on se rend compte que cette étape ça va peut-être mettre une ou deux séances supplémentaires mais que c'est très bien parti pour y arriver, ou est-ce que on n'a pas atteint l'objectif parce que on commence potentiellement à bloquer sur un point,
on bloque à un endroit et on n'arrive pas à évoluer à partir de cet endroit-là. Et du coup, si c'est le cas, on va aussi pouvoir se concentrer sur d'autres points finalement. On va regarder plusieurs choses dans la vidéo pour essayer de résoudre ce problème. Et notamment, on va commencer par regarder le ratio. Est-ce que notre ratio, c'est-à-dire notre fréquence de récompense, est assez élevée pour pouvoir garder le chien motivé, ou est-ce que au contraire il est trop important et du coup ça empêche notre chien d'avancer dans le comportement, puisqu'on parle souvent de ne pas récompenser assez, mais on peut aussi trop récompenser. Si on récompense trop notre chien, il va rester bloqué à une étape puisque le chien va toujours répéter ce pourquoi il est cliqué récompensé. Du coup, si jamais on veut, par exemple, que notre chien lève la patte très haut et qu'on clique toujours ce petit mouvement-là, il va jamais aller plus haut si à un moment donné, on ne le laisse pas réfléchir un petit peu plus. Donc ça va être quelque chose qu'on va pouvoir regarder. Ensuite, on peut regarder aussi le temps qu'on a mis. Peut-être que finalement, on avait oublié de mettre un chrono ou on s'était pas limité en friandises et du coup, on ne sait pas trop exactement le temps qu'on a mis, mais en filmant, on sait exactement la durée de la séance. Et on va peut-être se rendre compte au fur et à mesure des séances aussi que le temps qu'on s'était donné est trop important pour notre chien. Il y a des chiens qui vont avoir des capacités de concentration et d'efficacité différentes. Peut-être que pour certains chiens, 2 minutes, ça va être trop. On va voir à chaque fois qu'au bout d'1 minute 30, la séance commence toujours à baisser en qualité. Donc peut-être qu'on va pouvoir adapter ça par la suite. On va pouvoir regarder tout ce qui est comportement du chien. Si jamais il bloque à une certaine étape, c'est quoi cette étape? Est-ce qu'il fait des mouvements qu'on n'avait pas vus parce qu'on n'était peut-être pas bien placé et qu'il commence à faire des chaînes de comportement peut-être qu'on ne veut pas, et du coup pouvoir adapter ces séances d'art. On va aussi pouvoir regarder notre propre posture et notre gestuelle. Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on a des mouvements parasites qui gênent le chien? On va pouvoir regarder notre récompense. Finalement, un petit peu toutes les questions qu'on s'est posées en amont, on va pouvoir voir si on les a bien appliquées ou si ce qu'on avait pensé judicieux l'est réellement. Tout ça, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser à chaque fois. Il y a plein de questions qu'on va pouvoir se poser. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de faire ce genre de choses, vous allez vous-même, finalement, développer vos propres capacités d'apprentissage et de recul au niveau de l'apprentissage, puisque vous allez connaître déjà de plus en plus votre chien, vous allez savoir que vous allez potentiellement rencontrer des problèmes à tel endroit, etc. Donc, vous allez peut-être pouvoir anticiper des choses et pouvoir vous poser toujours à peu près des questions. Il y a peut-être des questions qui vont revenir que d'autres vont pas spécialement se poser parce que ça va pas poser problème avec votre chien. Donc là, c'est des exemples de choses que je vous conseille de faire attention quand vous re-regardez vos films d'entraînement, mais il peut y avoir plein de choses finalement. Il peut y avoir bien plus de choses que ce que je vous dis et voilà, en gros. Et du coup, réfléchir à tout ça avant, ça permet déjà d'éviter certains problèmes. Et réfléchir tout ça au fur et à mesure et après chaque séance, ça permet d'éviter d'autres problèmes potentiels et surtout d'adapter ces séances au fur et à mesure pour éviter qu'un problème ne s'installe et qu'après on ait encore plus de mal à l'enlever finalement. Voilà un petit peu pour ce qui est du après. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Je ne sais pas si jamais ça vous intéresse. Et si jamais vous faites ça, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si jamais vous avez des petites un carnet d'entraînement où vous notez brièvement tous les ce que vous faites. Pas forcément en détail, mais si vous notez 2-3 petits trucs dans un carnet d'entraînement pour vous repérer et savoir où vous en êtes au fur et à mesure. Si vous le faites, essayez de me mettre un petit pouce par exemple, et si vous ne le faites pas, un petit pouce vers le haut si vous le faites, et un petit bonhomme pas content si vous ne le faites pas par exemple. Que je puisse voir un petit peu qui fait quoi.
J'ai le Dog Training Journal. Je l'ai vu une fois celui-là, mais je l'ai pas. Enfin, je l'ai vu. J'ai vu qu'il existait, mais c'est vrai que j'ai pas trop. Moi, je fais mes propres feuilles d'apprentissage finalement. Je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je peux peut-être vous le mettre en commentaire. C'est des feuilles en fait que j'utilise moi pour chaque comportement. En fait, au lieu d'avoir un carnet, j'ai des feuilles que j'imprime, des pré-feuilles, qui ont un pré-format, je sais pas trop comment dire, mais et en fait avec des colonnes qui me forcent en fait à regarder certaines choses à chaque fin de séance en fait. Et du coup, comme c'est par comportement, par type d'entraînement, par type d'apprentissage, j'ai tout l'historique de cet apprentissage facilement finalement. Est-ce que je peux vous le mettre? Je regarde si je peux. J'ai l'impression que je peux pas. J'ai pas l'impression que je peux joindre un document. C'est un petit peu embêtant. Où c'est que je pourrais... comment je pourrais faire ça? Ah, je sais pas. Je vais vous le mettre dans l'événement. Voilà. Parce que je peux pas le mettre en commentaire. J'ai pas accès au comment dire, à ça. Je vais vous le mettre dans l'événement, je pense, et je vous le remettrai en commentaire du live. Je vais l'envoyer et on va me le mettre pour moi. Alors attendez. Alors, bureau. Allez, ma petite pourquoi il ne me trouve pas? Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Pourquoi il ne me trouve pas? Alors, attendez. Que d'organisation. Hop. C'est bon, normalement je l'ai. Normalement je l'ai. Ah. Elle est où ma souris? Ça a coupé. Je suis désolée. Est-ce qu'il y a du monde qui va revenir? Je ne sais pas. Il n'y a personne pour l'instant. Je suis désolée, ça a coupé. Il va attendre un petit peu que ça revienne. Je vais en profiter pour essayer d'envoyer le document. J'ai mon Mozilla Firefox qui a complètement planté en fait. Du coup, ben voilà. C'était pas très pratique. Mais je suis de retour. Avec Gotza. Voilà. Donc normalement, on va pouvoir mettre en commentaire. On va pouvoir mettre... Mathieu va pouvoir mettre en commentaire la fiche training que j'ai faite. C'est vraiment quelque chose de très très simple. J'ai perdu les... Est-ce que je pourrais revoir les... Est-ce que je vais pouvoir retrouver les commentaires que vous m'avez mis pour que je puisse y répondre? Ah, ça m'arrange pas tout ça, hein, que ça soit planté là. Oui,
s'est tous fait éjecter. Oui, bah moi aussi, parce que j'ai juste Mozilla qui a planté, donc moi aussi je me suis fait éjecter. Tout le monde s'est fait éjecter du coup. Donc voilà, obligé de recommencer. De toute façon, c'était un petit peu la fin, mais j'ai encore quelques trucs à vous dire. Et puis j'ai le tirage au sort aussi à faire. Est-ce que le live d'avant est disponible pour que je puisse retrouver les questions? Je ne sais pas. Voilà, donc le lien pour la fiche d'entraînement que j'ai faite, vous l'avez. Voir plus de commentaires, c'est bon. Je crois que je vais avoir les commentaires de tout à l'heure disponibles là. Donc ça, c'est top. Je vais les avoir. Donc la fiche d'entraînement a été mise en commentaire. Vous allez voir, c'est très très simple. Il n'y a pas forcément tout parce que c'est des choses auxquelles je vais parfois penser et j'avais pas forcément la place de tout mettre. Mais du coup, si j'ai des questions, je vais rajouter dans les commentaires en fait. Je vais vous l'expliquer vite fait si vous voulez, mais c'est par rapport à ce que j'ai pu dire forcément. Je l'ouvre pour l'avoir devant les yeux aussi. Voilà. Le tirage au sort aura lieu bientôt. Il aura lieu à la fin, mais là on est sur la fin, donc ça devrait plus trop tarder. Donc la fiche, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est dans les commentaires. Et du coup, en fait, c'est juste un tableau avec comme la première colonne la date, en fait, parce que je note tout simplement la date à laquelle j'ai fait mon entraînement. Je marque aussi si j'ai fait la séance désolée, le matin, l'après-midi, le soir. Botza, s'il te plaît. Forcément. Tu veux la corne de buffle que Snow est là. T'as d'autres trucs à côté, mon bébé? Oui. Tu me donnes ça? Voilà, c'est bien. Donc la première colonne, comme je disais, la date, je marque la date, mais je marque aussi le moment de la journée de l'entraînement, c'est le matin, l'après-midi ou le soir, parce que va y avoir des chiens qui vont être plus du matin, plus de l'après-midi. Donc ça peut être des fois une information en fait sur ma chienne, sur ce genre d'apprentissage. Elle est souvent efficace, mais surtout plus le matin que le soir, par exemple. Donc des fois, on va se dire, bon, bah, cet apprentissage, je vais plutôt le réserver pour le soir que pour le matin. Je marque aussi le temps, mais si jamais j'ai mis plus de 2 minutes, pour être sûr que je ne mets pas plus de 2 minutes, finalement, je le mets, mais en fait, je l'avais mise au départ, mais c'est quelque chose que je me sers plus trop parce que j'arrive toujours à peu près à être dans les temps. Mais voilà, ça pourrait être aussi une case ratio. Je ne l'ai pas non plus parce que c'est quelque chose auquel je pense. Mais après, c'est à vous d'adapter en fonction des questions. Il y a Snow qui veut faire partie du live. Oh mon bébé, tu montes? Oui. Tu descends s'il te plaît? Bah oui, c'est quand même mieux par terre. Voilà. Tiens. Donc, je disais oui, la colonne temps, mais ça peut être aussi une colonne ratio si jamais c'est quelque chose que vous oubliez facilement de regarder. Ça peut être des rappels en fait pour penser à regarder certaines choses. J'ai aussi la colonne lieu distraction. Ça, c'est une colonne qui est hyper importante. Je marque dessus. Quand c'est pas Mozza, c'est Snow. Oui, tu veux des câlins. Tu veux bien descendre, s'il te plaît? S'il te plaît, mon bébé. Tu descends? Voilà. Donc cette colonne-là, je disais, elle est hyper importante parce que ça va me permettre du coup de voir les comportements de mon chien en fonction des différents lieux. Donc, et puis je vais pouvoir voir l'évolution si elle est assez progressive ou pas. Donc dedans, je vais peut-être marquer par exemple mon appart et les distractions aussi. Je vais les marquer si par exemple j'ai décidé de placer des objets, des jouets pas très loin pour distraire ou non ma chienne, etc.
La colonne récompense aussi, ça va avoir un intérêt pour moi. Je vais noter si j'utilise des friandises, les croquettes de tous les jours, quel type de friandises j'utilise, si j'utilise un jouet, quel type de jouet. Et du coup, ça peut aussi avoir son importance sur la qualité de l'entraînement. Je vais peut-être me rendre compte que finalement, tel type de récompense n'est pas hyper adapté. Par exemple, en ce moment, j'apprends le running contact à Bozza. C'est quelque chose que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai commencé avec des récompenses et la Treat and Train. Et ça marche super bien en intérieur, ça marche même mieux que le jouet. Mais le problème, c'est qu'en extérieur, ça marche beaucoup moins bien. Et du coup, je vais devoir passer au jouet, je pense. Donc ça, c'est une colonne qui va vous donner ce genre d'informations. Quand j'ai vu que au bout de 3-4 séances, même moins, au bout de 2 séances, je crois, en extérieur, où je commence à galérer avec la Treat and Train et que je manque de motivation, peut-être qu'il faut que j'essaye autre chose. Donc, je vais peut-être d'abord essayer des récompenses différentes. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Au début, j'étais avec d'autres types de récompenses. Et finalement, même avec d'autres récompenses, c'est pas ce qui marche le mieux. Le jouet, c'est ce qui marche le mieux pour elle. Je pense. C'est ce que je vais essayer par la suite. Et c'est ce qui a l'air de, pour l'instant, mieux fonctionner. Donc, ça va me permettre d'adapter ce genre de choses aussi. Et du coup, j'ai aussi forcément ma colonne objectif. Donc ça, c'est quelque chose que je vais remplir juste avant de commencer la séance. Et je vais mettre mon petit objectif. Et après, j'ai la colonne commentaires qui va me permettre du coup de mettre tous les commentaires et toutes les remarques que j'ai pu voir, que j'ai pu remarquer pendant la séance, pendant le film, etc. Donc voilà un petit peu pour ma feuille d'entraînement que j'essaye de remplir à chaque fois. Bien sûr, si vous souhaitez en utiliser une, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser un carnet si vous préférez. Enfin, en fait, ce que je vous conseille surtout, c'est de tester différentes choses parce qu'on va pas tous, comment dire, tout ne va pas fonctionner de la même façon en fonction des gens. Je sais que voilà, il y en a ils préfèrent les carnets. Moi, je vais préférer ça. Je vais préférer écrire. Il y en a d'autres qui vont préférer l'avoir directement sur leur téléphone, par exemple. Donc voilà, plus vous allez essayer de choses, plus vous allez trouver votre propre organisation. Je vais essayer de répondre à quelques questions maintenant. Oui, sinon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te couches, mon bébé? Tu restes tranquille? Oui, c'est bien ça. Je vais recommencer par les questions qu'il y a là. Mais voilà, donc si jamais vous avez posé des questions par rapport à des apprentissages précis, je ne vais pas pouvoir vous y répondre, je préviens à l'avance, parce que vraiment là, je voulais vraiment parler de tout ce qui était préparation et débriefing des entraînements. Et surtout, c'est quelque chose que je vais plutôt développer pendant la classe, parce que ça va prendre beaucoup de temps finalement. Bah oui, mais tu veux pas te donner tout, mon bébé? Excusez-moi, j'ai des récompenses juste à côté de moi et Snow, elle les veut en fait, c'est pour ça. Je pense. Voilà. Oups. Tiens. C'est bien, t'es sage. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt des choses que je vais développer pendant la classe, puisque ça va prendre beaucoup de temps en fait. Enfin, on va avoir beaucoup de points à aborder. Je préfère le carnet car j'y note tout le temps expo, agir, repos, balade, etc. Oui, après moi j'ai un autre carnet où je note d'autres trucs en fait ça, mais pour les entraînements je préfère utiliser ça et pour tout ce qui est emploi du temps, je vais plutôt utiliser mon téléphone en fait. Et sur un petit carnet je vais plutôt marquer si j'ai entraîné ou pas aujourd'hui et quel type, mais je vais pas développer en fait. Donc voilà. Après, j'ai quelques questions là-dessus. J'en avais plein d'autres sur. Je vais les reprendre aussi sur l'autre live. Hein. Mais du coup, j'essaye de trouver quelques stories. Quelques questions. Donc, Victoire, je repose ma question du coup. Peux-tu nous donner une idée du temps que tu prends pour préparer un entraînement? Aussi, dans ta préparation, pour un seul comportement souhaité en amont, prépares-tu toutes tes fiches d'entraînement qui décomposent le comportement final ou écris-tu ta fiche d'entraînement à chaque fois que tu augmentes le niveau au fur et à mesure? Donc, non, alors, quand je prépare ma fiche d'entraînement, j'essaye de vraiment tout faire de A à Z.
je vais préparer le début et jusqu'à la fin. Je vais vraiment faire les étapes jusqu'à la fin parce que on ne sait jamais exactement jusqu'où on va arriver à chaque étape. Parce qu'on va peut-être se fixer un objectif qui va être très très simple, qu'on va atteindre tout de suite et du coup, on va, si on l'atteint au bout de 10 secondes par exemple, on va pouvoir quand même continuer la séance et faire quand même 1 minute à 2 minutes de séance. Mais pour ça, il faut quand même savoir ce qui vient par la suite. Donc, je vais vraiment préparer toutes les étapes de A à Z. Mais je peux revenir sur ces étapes au fur et à mesure de mes entraînements en fonction des difficultés que je vais rencontrer si jamais j'ai besoin d'adapter tout ça en fait. Et ça, c'est le débrief de mes entraînements qui va me permettre ça finalement. Mais j'essaye d'avoir une vision globale et entière de l'entraînement avant de commencer. C'est quoi la Treat and Train? La Treat and Train, c'est une boîte en fait qui avec une télécommande et quand on appuie sur la télécommande, c'est comme un clicker, ça fait un bruit et en même temps ça distribue une friandise. Ça permet de récompenser à distance et c'est pas mal utile pour l'agility par exemple, mais pour aussi pas mal d'autres choses. Moi, j'utilise la Treat and Train uniquement pour l'agility. Comment as-tu réussi à l'intégrer dans les tricks et dans quel contexte tu utilises? Alors moi, j'utilise surtout pour l'agility. Après, pour les tricks, je m'en sers quasiment jamais, en fait jamais même. Ouais, je m'en sers jamais vraiment pour les tricks. Je vais m'en servir que pour des choses qui nécessitent une distance par rapport à moi. Parce qu'après... voilà, le placement de la récompense, comme je disais en amont de ce live, peut être très important. Donc, la Treat and Train, ça m'offre une possibilité, voire plusieurs selon où je la place, mais ça va pas me permettre de lancer, de positionner la récompense à un endroit précis, mais qui bouge en fonction de l'apprentissage. Par exemple, si je veux apprendre le pivot à ma chienne, c'est-à-dire à mettre ses 2 pattes sur un objet et à ce qu'elle tourne comme ça en gardant ses 2 pattes sur un objet, la Treat and Train, clairement, ça va pas être possible de l'utiliser. Ça va pas être adéquat finalement. Donc voilà, donc en fait la Treat and Train, je m'en sers surtout pour l'agility personnellement. Je vais essayer du coup de reprendre les autres questions qu'il y avait sur le live. Alors. Il y a des questions sur l'échauffement. On me demande comment je fais pour l'échauffer. Alors les échauffements, ça va vraiment dépendre de ce que je vais faire. Si c'est juste une petite séance de tricks, en général, je vais me contenter de faire marcher 5-10 minutes mes chiennes avant et après. Si c'est de l'agility ou des choses un peu plus complexes, je vais utiliser des tricks qui vont me permettre aussi, en plus, qui vont me permettre de faire ça et je vais les faire trotter aussi. Mais après, ça va dépendre de ce que je souhaite leur faire après. Voilà. Quand tu dis une séance de 1 minute 30, 2 minutes, peut-on faire plusieurs tours ou doit-on se concentrer sur un comportement? Ça dépend que nos objectifs finalement de notre séance. Si on veut travailler de la discrimination d'ordre, on va peut-être avoir besoin de plusieurs ordres. Après, ça dépend ce que vous souhaitez entraîner pendant votre séance en fait. Donc ça, c'est vous qui allez choisir vous-même si vous vous concentrez sur un seul comportement ou si vous vous concentrez plutôt sur le fait que votre chien vous écoute et du coup, vous allez avoir besoin de plusieurs comportements par exemple. Mais si vous voulez progresser et travailler un comportement dans un détail, c'est mieux de le travailler seul d'abord. Je sais pas si j'ai... Bon, là, je suis bien au bout. Si mon chien fixe la nourriture quand je félicite et qu'il ne pense qu'à ça, comment le concentrer sur l'exercice de travail? Alors ça, c'est du travail sur les autocontrôles en fait. Donc c'est un petit peu trop difficile et trop compliqué à détailler, trop long à détailler ça là-dedans. Mais c'est des choses qu'on peut aborder pendant la classe si jamais ça intéresse. Bien évidemment, et il y a un petit point là-dessus, mais on peut détailler un petit peu plus s'il faut quoi. Parce que forcément, je vais en parler un petit peu pendant la classe. Mais ça, c'est un travail à faire avec le chien. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'en avais d'autres, je pense. Il y a pas mal de commentaires, donc je pense que je re-regarderai un petit peu tout ça en détail après. Mais là, je vais avoir du mal à tout lire.
pense que c'était à peu près tout. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour la fin de... Je vois qu'il y en a qui... Pour la fin de séance. J'aurais ajouté qu'il faut finir sur du positif. Est-ce d'accord? Alors, moi, je ne suis pas d'accord. je pense qu'il faut finir la séance, faut se limiter en temps, mais pas en positif, dans le sens où si notre chien n'y arrive pas et qu'on n'obtient pas ce qu'on veut et qu'on veut quelque chose de positif, on va faire durer les choses et on va rentrer dans un espèce de cercle vicieux où le chien va se frustrer parce qu'il va pas y arriver et nous on va vouloir absolument qu'il finisse sur quelque chose de positif et du coup la note globale de la fin va rester négative. Donc c'est pas grave de s'arrêter si le chien n'a pas fait ce qu'on veut, parce que de toute façon lui il sait pas exactement ce qu'on veut faire ou pas. Donc lui il sait pas en fait qu'il a pas réussi. Donc c'est pas grave pour lui si il a pas obtenu, il n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Lui, il n'en a pas d'objectif. L'objectif, c'est juste de faire cliquer ou d'être récompensé. Et tant qu'on récompense notre chien, lui, tout lui va finalement. Enfin, donc la note positive, c'est plus pour nous que pour le chien en fait. Et du coup, c'est pas nécessaire. C'est vraiment beaucoup plus judicieux de s'arrêter quand on commence à galérer finalement. Enfin, plus on va être en difficulté. C'est pas chiant. Plus on va être en difficulté, plus on va se frustrer et potentiellement frustrer le chien avec. Donc, vaut mieux s'arrêter là, se poser, se réfléchir, essayer de reprendre, de revoir ce qu'on a fait, ce qui va pas, pour pouvoir recommencer la prochaine séance mieux. Mais c'est pas grave si on finit pas sur du positif, quoi. Donc, si le chien met un terme à la séance de lui-même, doit-on arrêter à ce moment-là ou est-ce que ça va l'inciter à se concentrer plus rapidement les prochaines fois? Alors, si le chien met un terme lui-même à la séance, c'est qu'on a été trop loin finalement. Donc, on va pas continuer, ça sert à rien, on va pas pousser le chien, mais faut en tirer une leçon et ça veut dire que peut-être que la séance est durée trop longue, peut-être que la difficulté était trop élevé pour elle, c'était ou lui, c'était peut-être dans un endroit trop distrayant et du coup il faudrait essayer de faire cet apprentissage dans quelque chose d'un petit peu moins dans un endroit un peu moins distrayant, mais le forcer à ce moment-là alors qu'il en a plus envie, ça va être pire finalement parce qu'on va vraiment nous, si on nous force à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça va pas nous aider à aimer ça. Si on fait quelque chose, si on n'a pas envie de le faire et qu'on nous force à le faire, ça va vraiment pas nous donner encore plus envie de le faire. Donc, c'est à nous, en fait, d'adapter la séance d'après, peut-être en termes de temps, de distraction, de ratio, parce que peut-être que c'est un problème de ratio, qu'on n'a pas assez récompensé le chien et que du coup, forcément, s'il est récompensé 3 fois en 1 minute, il va perdre, sauf si on travaille de la durée, mais il va se déconcentrer et il va plus vouloir travailler à un moment donné, quoi. Voilà. J'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Donc ça, j'avais déjà répondu. Bozza, l'ami de tes voisins. Oui, mes voisins l'adorent. Non, ça va mieux. Maintenant, il l'aime beaucoup mieux qu'à une époque. Parce qu'elle n'est pas comme ça tous les soirs, je vous rassure. Elle a été bien pire, mais elle n'est pas comme ça tous les soirs. Comment savoir quand on donne trop? Oui, les récompenses, j'entends bien. Forcément, si tu restes tout le temps bloqué à une même étape, par exemple, et que tu n'arrives jamais à avancer, que tu récompenses, que tu cliques énormément, beaucoup, et que tu laisses pas ton chien réfléchir, c'est que tu récompenses trop. En règle générale, et que tu laisses pas au chien le temps de réfléchir. Si jamais on fait... Ah, je vais y arriver. Il faut que je reprenne ma phrase. Donc, en fait, on va savoir si on récompense trop, déjà en visionnant les vidéos ou en se rendant compte finalement que le chien reste tout le temps bloqué à une même étape, mais parce qu'on clique tout le temps trop. Ça va être en fonction de nous aussi. Mais après, c'est un ressenti et c'est plus on va s'entraîner, plus on va en faire, plus on va réussir à avoir ce juste milieu entre ne pas trop récompenser et ne pas récompenser assez. C'est quelque chose qu'on va acquérir nous aussi au fur et à mesure de nos apprentissages. Parce que le chien apprend
quand on lui apprend des choses, mais nous aussi on apprend et on s'améliore et on gagne en compétences. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand je dis positif, c'est peut-être finir en demandant un ordre que le chien aime faire et le récompenser. Mais tu as entièrement raison sur le fait de ne pas faire durer la séance. Tu peux si tu en as envie, mais moi personnellement je le fais pas. Parce que le chien il se rend pas compte lui en fait de ce qui est positif ou pas en fait. Lui s'il est récompensé, même si c'est pas ce qu'on voulait, bah voilà. Après moi je finis parfois avec une petite séance de jeu aussi. Ça peut être bien, mais après c'est comme vous le sentez aussi avec votre chien. Tant que vous faites pas durer la séance, que vous voyez que votre chien est encore avec vous, ça va quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu laisseras le replay? Oui, je laisserai le replay. Bien entendu. Je crois que c'était à peu près tout niveau questions. J'espère que ce live vous a plu. Est-ce qu'il vous a plu? N'hésitez pas à mettre un petit cœur, à faire passer un petit cœur en réaction si jamais ça vous a plu. Je vais passer au tirage au sort du coup de la classe. Est-ce que si vous jamais vous avez des questions aussi sur la classe, n'hésitez pas à me les poser aussi, hein, je peux vous y répondre. Je vois plein de petits cœurs, donc ça va si ça vous a plu. Alors, moi je vois plusieurs personnes qui ont des chiens avec de l'expérience et du coup ils font durer plus longtemps la séance. Bonne ou mauvaise idée? Après ça dépend quel type de séance, mais moi je préfère pas. Personnellement je préfère rester sur des séances courtes. Après oui, je vais peut-être faire un petit peu plus longtemps, mais ça va être plus dans le nombre de petites séances. Je vais faire plusieurs petites séances plutôt. Mais si ça reste de l'apprentissage même, je vais rester sur du court, sachant que de toute façon, si jamais je veux faire par exemple, je sais pas moi, une choré d'obé ou une choré de frisbee ou de l'agility, ça va toujours être des efforts inférieurs, ça va toujours être 2 minutes max si on prend par exemple les chorés d'obé, enfin ça peut peut-être même être plus une musique entière, mais ça va jamais être 10 minutes quoi. Le chien va pas faire 10 minutes de choré, je pense. Enfin, je fais pas d'obé rythmé, mais dans tous les cas, ça reste assez court. Après, plus on fait durer les entraînements, plus on risque de faire diminuer l'efficacité de notre chien en fait, parce que notre chien va être motivé et efficace un certain temps, mais jamais indéfiniment. Oui, quand ils ont l'habitude d'être traînés, j'entends bien ça, Ethan. Mais même quand ils ont l'habitude, il y a toujours un moment où on se déconcentre. Donc moi, je préfère rester sur des séances courtes. Ça reste plus fun. Et voilà. Ça reste mon avis après. Mais je pense vraiment que plus c'est court, mieux c'est. Quelle que soit l'expérience de son chien. Je pense que plus un chien va être expérimenté, justement, plus vite il va arriver à faire de choses en 2 minutes. Donc finalement, faire une séance plus longue, bah, à quoi ça va servir? De toute façon, d'avoir des objectifs un peu plus élevés à chaque séance que si on était débutant avec son chien en fait. Merci à vous d'avoir été là et malgré les aboiements et la coupure. Donc, je vais faire le tirage au sort pour la classe. Sachez que si vous êtes intéressé par la classe, il y a toutes les informations sur le site internet. Mathieu, est-ce que tu pourrais mettre le lien peut-être, si jamais il y a des intéressés? Je vais commencer par tirer au sort. J'ai fait tous mes petits papiers. Par tirer au sort pour ceux qui ont participé sur Facebook et après je ferai sur Insta. Donc voilà. Voilà, le lien vers la classe a été mis si jamais ça vous intéresse. La classe commence vendredi. Voilà. Alors, petit premier tirage au sort, attention, vous allez voir sûrement avant moi. Je ne sais pas si ça va être à l'envers. Non, ça va. Ah, j'ai les doigts dégueulasses. Ça, c'est parce que j'ai donné la bouffe au chien. Excusez-moi.
Laetitia Jobard, du coup, c'est la grande gagnante de la classe en ligne sur Facebook. Voilà, voilà, voilà. Et sur Insta, maintenant, je vais vous noter que c'est Facebook avant que je perde le papier. Et sur Insta, donc pareil, j'ai mon petit... chaque fois, je vise mal. J'ai mon petit pot avec mes petites récompenses. Et c'est Assa 0633. Donc je crois que c'est toi, Paloma. Il me semble, sur Insta. Peut-être que je dis une bêtise. Mais voilà. C'est Assa 0633 sur Insta qui a gagné la classe. Et c'est Laetitia Jobard sur Facebook. Voilà, voilà pour le tirage au sort. Je prendrai contact avec les personnes concernées. Bon, bah voilà, un petit peu pour le live. J'espère que ça vous a plu. C'était une première et si jamais ça vous a plu, peut-être pourquoi pas en refaire de temps en temps. Voilà. Ben sur ce, je pense que ça va être bon. Je vais pouvoir aller sortir mes chiennes. Je pense qu'il y en a une, elle a très envie de sortir là, donc je vais pouvoir aller leur faire une petite sortie tardive. Et sur ce, bah moi je vous dis au revoir et à une prochaine. Salut!